Allocution. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Shanmugam, ministre des Affaires étrangères de Singapour. Mr. President, Secretary General. Moi vous féliciter, Monsieur Sam Kutesa, à l'occasion de votre élection en tant que président de la 69e session de l'Assemblée générale. Nous vous souhaitons plein succès au cours des 12 mois qui vont venir. Nous ne connaissons pas la pire époque que le monde ait connue, mais ce n'est pas non plus la meilleure. Les conditions de vie sont meilleures que jamais auparavant, mais nous sommes confrontés à des crises mondiales de diverses natures, des conflits se jouant des frontières, des épidémies, des catastrophes naturelles mais aussi provoquées par l'homme, les changements climatiques, la criminalité internationale. Nous nous heurtons à de graves menaces que représentent le terrorisme et l'extrémisme. J'en veux pour preuve notamment l'État islamique en Irak et au Levant, dernière manifestation de ce phénomène. Un groupe sauvage, barbare, qui travestit tout ce que représente la religion. Leur cruauté indicible, qui se traduit par des actes de violence brutale contre des civils, représente des crimes contre l'humanité. Le Singapour condamne ces actes terroristes dans les termes les plus vifs. L'EIL continuera de s'en prendre à ceux qui n'acceptent pas sa vision du monde extrémiste. La menace que représentent ces actes de terrorisme, cette idéologie radicale, ne concerne pas uniquement le Moyen-Orient. Elle concerne le monde entier. On estime que 15 000 ressortissants étrangers venant d'au moins 80 pays, y compris de l'Asie du Sud-Est, ont fait le voyage pour rejoindre les rangs de ce groupe en Syrie et en Irak. Le fait que l'EIL soit capable d'attirer tant de combattants étrangers souligne que nous avons besoin d'une stratégie globale pour mettre en échec ces terroristes. Outre les efforts militaires et sur le plan du renseignement, nous devons aussi lutter contre l'idéologie radicale utilisée pour recruter des combattants étrangers et qui vient nourrir leurs projets extrémistes. Singapour appuie pleinement tous les efforts de coopération internationaux et régionaux. Nous nous félicitons du rôle de chef de file joué par les États-Unis, notamment à travers la formation d'une coalition internationale pour lutter contre la menace de l'EIL. Nous applaudissons aussi la déclaration de Jeddah adoptée par les pays arabes pour faire front uni contre l'EIL. La résolution 2178, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies cette année sur le sujet des combattants terroristes étrangers, pour laquelle Singapour s'est porté co-auteur, est un premier pas important pour combattre le terrorisme mondial et sera essentiel pour tarir l'appui matériel et financier dont bénéficie l'EIL et empêcher les flux de combattants terroristes étrangers. Aucun pays ne peut s'isoler face à de tels problèmes. Nous devons lutter à tous les niveaux. Il est notamment important de penser à un développement économique juste, à la bonne gouvernance, à la stabilité sociale et politique. Tout cela permet à un pays d'augmenter sa résilience face à ces menaces. Le choix du président pour thème pour cette année, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015 et l'accent qu'il a mis sur un programme de développement pour l'après 2015 global et axé sur l'action sont des éléments dont il convient de se réjouir. Singapour félicite le groupe de travail ouvert pour son résultat sur les objectifs de développement durable et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général des Nations Unies. Nous nous félicitons aussi des contributions qu'ont apportées des enceintes d'importance, notamment la 3e conférence internationale sur les petits États insulaires en développement qui a eu lieu récemment à Samoa. Singapour a eu le privilège de co-présider le comité préparatoire de cette conférence avec la Nouvelle-Zélande. Il est essentiel que les opinions et les sources d'inquiétude des petits États figurent comme il se doit dans le programme de développement pour l'après 2015. Les objectifs du millénaire pour le développement ODD ou OMD ont été un succès grâce à l'approche pragmatique qui a été adoptée, l'approche quantifiable, axée sur les résultats. Nous espérons que la même approche pourra être adoptée dans le cadre du programme de développement pour l'après 2015. Les OMD qui n'ont pas été pleinement réalisés devraient être inclus et faire partie intégrante du programme de développement pour l'après 2015.
Lorsqu'on se penche sur les principes du développement durable, Singapour participe de façon active aux discussions sur le programme de développement pour l'après 2015 et met l'accent sur les domaines dans lesquels nous pouvons apporter une contribution. Dans cet esprit, nous voulons nous concentrer sur les principes clés qui ont été essentiels dans notre développement et qui pourraient être intéressants pour d'autres pays en développement. À savoir, tout d'abord, des gouvernements honnêtes et compétents. La corruption est un frein pour le développement et une source d'instabilité sociale. Pour la combattre, il nous faut faire preuve de volonté politique, de détermination et d'une vigilance à tous les échelons de la société. Ensuite, l'état de droit est essentiel pour le développement durable. Les gouvernements ont besoin d'institutions solides et efficaces. Ces institutions, y compris la fonction publique, la magistrature et les systèmes de respect de l'ordre et du droit, doivent être érigés sur les principes de justice égale pour tous et de méritocratie, quelle que soit l'origine ethnique, la religion ou le sexe. Le capital social, la confiance qui existe entre les citoyens, ainsi qu'entre eux et le système, entre eux et leurs dirigeants, est tout aussi nécessaire pour le développement durable que le capital financier. Et le troisième principe qui est le nôtre est que les politiques sociales et économiques doivent être pragmatiques et non pas dogmatiques. Nous n'appelons pas à un modèle en matière de gouvernance ou de structure économique. Il faut travailler avec la situation que l'on a sous la main, le contexte culturel, les ressources, prudemment et au bénéfice du peuple. Les politiques adoptées doivent être jugées à l'aune des résultats obtenus et non pas en fonction de leur contenu idéologique. L'attention est nécessaire, tout comme une mise en œuvre responsable et réactive pour parvenir à des objectifs à long terme. Et nous continuerons d'avancer ces idées au cours de nos débats. Étant donné que les centres urbains des petits États ont en général un poids social, politique et économique extrêmement élevé, un centre urbain dysfonctionnel peut avoir des effets délétères très importants, notamment pour un petit pays plutôt que pour un grand pays. Aujourd'hui, environ la moitié ou une grosse moitié de la population mondiale est constituée de citadins. D'ici à 2050, ce chiffre passera à 70%. Cette croissance concerne notamment l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Comme cela figure dans le rapport du groupe de haut niveau de personnalités éminentes sur le programme de développement pour l'après 2015, page 17, c'est dans les villes que va se livrer la bataille du développement durable. C'est là qu'elle sera remportée ou perdue. Une urbanisation mal gérée peut accroître les inégalités. D'ores et déjà, l'Asie accueille 61% des habitants des taudis dans le monde et l'Afrique environ 25,5%. L'OCDE a prédit que d'ici à 2030, 2 milliards de personnes pourraient vivre dans la pauvreté urbaine. Ces personnes risqueront d'être victimes d'épidémies, de criminalité, de pollution. Et pourtant, l'urbanisation a joué un rôle clé dans les progrès réalisés vers la réalisation des OMD. Elle a permis notamment de réduire la pauvreté. Lorsque les villes sont bien conçues et qu'elles se développent bien, elles permettent aussi à l'arrière-pays de se développer de façon positive. Aujourd'hui, les villes représentent plus de 80% du PIB mondial. Le document final de Rio +20 reconnaît d'ailleurs que les villes bien conçues sont à même de promouvoir des sociétés durables sur le plan économique, social et environnemental. Ce sont des moteurs de croissance et utilisent les ressources de façon plus efficiente que les zones rurales. Donc le défi que nous devons relever aujourd'hui, c'est vraiment de bien gérer l'urbanisation. Singapour a contribué au débat entourant une urbanisation durable en tant que coprésident du groupe des Amis des villes durables. Le Centre pour des villes viables de Singapour a été créé en 2008 afin de partager, de diffuser et de créer davantage d'informations sur les villes viables. Un cadre a d'ailleurs été mis en place, un outil pour analyser ce que devrait être une ville durable et pour aider les pays à mettre au point les politiques nécessaires pour atteindre cet objectif. Pour nous, une ville durable, ça veut dire une économie compétitive, le respect de l'environnement et une bonne qualité de vie pour tous ses habitants, riches comme pauvres. Nous espérons que ce cadre de viabilité pourra être incorporé dans les discussions pour la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain, Habitat 3, qui aura lieu en 2016. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l'année dernière,
Singapour a présenté avec succès une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies pour que le 19 novembre devienne la journée mondiale des toilettes dans le contexte des services d'assainissement pour tous. Cette année, nous allons célébrer cette occasion avec les agences pertinentes de l'ONU et des organisations de la société civile, en mettant l'accent sur les graves problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les filles lorsqu'elles n'ont pas accès à des services d'assainissement de base. C'est une question qui appelle davantage d'attention qu'elle n'en a reçue jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la voie à suivre? Lorsque nous serons parvenus à un accord sur le programme de développement pour l'après 2015, les pays vont devoir se poser la question de la mise en œuvre. La coopération sud-sud, nord-sud et triangulaire dans le renforcement des capacités et le partage d'expériences sont des éléments importants de la marche à suivre. Singapour a pu tirer profit des conseils experts d'agences spécialisées d'organisations internationales et de pays développés à ses débuts. En 1992, nous avons lancé le programme de coopération de Singapour, SCP, pour partager notre propre expérience en matière de développement, les échecs que nous avons rencontrés, mais aussi nos succès avec d'autres pays en développement. Ce programme vise à renforcer les capacités dans des domaines qui sont d'intérêt pour les pays, et ce, dans l'espoir d'ouvrir une voie plus large vers le développement. Récemment, lors de la 3e conférence sur les PUD à Samoa, Singapour a lancé un plan de mesures pour les PUD. Pour conclure, Singapour appuie l'adoption d'une approche universelle et inclusive quant au programme de développement pour l'après 2015. Chaque société doit tirer ses propres enseignements de ses propres expériences et trouver des solutions en fonction des circonstances qui sont les siennes. Il y a parfois des divergences d'opinion, c'est tout naturel, mais nous ne devons pas perdre de vue notre objectif ultime, éradiquer la pauvreté extrême avant l'avènement d'une nouvelle génération. Avec les OMD, nous avons réussi à diminuer de moitié le nombre d'individus vivant sous le seuil de pauvreté. Et l'espoir est de mise de faire encore mieux. Travaillons donc de concert pour veiller à ce que d'ici au 70e anniversaire des Nations Unies en 2015, nous aurons su nous unir autour d'un projet clair pour léguer aux générations à venir l'avenir que nous voulons. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de Singapour.